On ne parle pas de l'histiocytose, mais des histiocytoses. Il s'agit de maladies humaines caractérisées par une infiltration de macrophages dans les tissus. Les macrophages dans les tissus s'appellent des histiocytes, et c'est le terme historique. Cette famille de maladies correspond à plusieurs maladies distinctes. La plus fréquente s'appelle histiocytose langerhansienne, mais on trouve aussi d'autres maladies plus rares, le xanthogranulome juvénile, la maladie d'Erdheim-Chester, la maladie de Rosey-Dorfman, qui appartiennent à cette famille d'histiocytoses. Les histiocytoses langerhansiennes sont elles-mêmes des maladies complexes. La définition est unique sur le plan du tissu malade, mais par contre, la présentation clinique, la présentation pour le patient, pour le médecin, est extrêmement diverse. On observe à la fois des formes très bénignes, d'évolution très simples, guérissant toutes seules, en particulier osseuses, des formes extrêmement sévères du tout petit nourrisson, du bébé, des fois à la naissance, qui atteignent des organes vitaux, comme le système sanguin, et qui peuvent être responsables de décès. Et puis, on a des formes qui sont d'évolution lentement progressive tout au long de la vie, ou en tout cas tout au long de l'adolescence, et qui entraînent des atteintes neurologiques. C'est les grandes formes. Il y a encore des formes plus exceptionnelles de cette maladie, mais voilà un peu le tableau d'ensemble de ces histiocytoses langerhansiennes. Un mot sur l'histiocytose osseuse. C'est quelque part la plus fréquente des histiocytoses. Sur le plan clinique, ça correspond à une tuméfaction au sein d'un os, donc en fait à une espèce d'abcès osseux qui va détruire l'os normal, entraîner une tumeur, une boule, qui peut se manifester extérieurement par une tuméfaction, une grosseur, qui peut entraîner une douleur. Cette tuméfaction se localise à peu près partout sur le corps, sur les os du corps, mais avec une prédominance au niveau des os du crâne, au niveau des os des vertèbres, et un peu moins des os des os longs, c'est-à-dire que les bras, les jambes, et puis beaucoup plus rarement sur les extrémités. Les premiers symptômes, pendant qu'Axel avait 18 mois, du coup, il était à la crèche. La crèche m'appelle pour me dire que son cou est complètement bloqué. Alors au début, bien sûr, ils ont pensé tout de suite à méningite ou autre. C'était vraiment une espèce de torticolis, douloureux surtout. À 18 mois, il marchait, il était bien autonome et il avait carrément perdu toute autonomie. C'était tellement douloureux que finalement, notre médecin traitant a voulu pousser les examens et ne pas s'arrêter à un torticolis. On avait fait une prise de sang en pensant que c'était infectieux, mais finalement non, pas du tout. Et on a atterri à l'hôpital Trousseau sous recommandation de notre médecin traitant pour faire un scanner. Et c'est au scanner qu'on a pu sortir le premier diagnostic. Le diagnostic, il repose sur un cortège d'éléments. Et les 3 éléments clés sont d'une part la présentation clinique, que j'ai développée, d'autre part, l'aspect radiologique, qui est typiquement, en radiologie standard, une lacune à l'emporte-pièce, un aspect très limité d'une destruction osseuse, qui apparaît transparent, et troisièmement, la biopsie. Donc ces 3 éléments doivent être présents pour affirmer qu'une lésion histiocytaire est bien histiocytaire. Au demeurant, chez un patient donné, on peut avoir des situations qui sont particulières, soit parce qu'on a déjà le diagnostic et on n'a pas besoin de refaire une biopsie, et simplement on va se contenter de l'aspect radiologique, soit parce que la localisation est vraiment très mal placée et elle est d'accès très difficile à une biopsie, et on va se contenter d'une approche indirecte, radiologique, clinique, et d'une surveillance pour affirmer ou suspecter fortement une histiocytose. À l'issue de l'IRM, le docteur Donadieu nous avait expliqué un petit peu, qui confirmait son diagnostic après IRM, mais qui ne pouvait pas se baser sur des images pour engager un traitement.
Et donc, il a fallu qu'on lui fasse aussi une biopsie. On a prélevé un petit bout d'os au niveau de l'omoplate pour confirmer le diagnostic et ensuite engager le traitement. Le premier traitement, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est une maladie tellement curieuse qu'on sait qu'elle peut entraîner, elle peut guérir toute seule. Et donc, la première tâche du médecin, c'est de ne pas abuser de traitement et de donner le traitement à bon escient. Et à bon escient, c'est l'indication du traitement dans une atteinte osseuse, c'est une indication qui tient à la présence d'une agressivité locale de la maladie. On sait que sur le moyen terme, la maladie va guérir, mais en attendant, le patient concerné peut passer un très mauvais quart d'heure et également, il peut avoir une menace pour un organe de voisinage qui peut être important, par exemple pour des lésions de l'orbite, par exemple pour des lésions du rocher qui est derrière l'oreille. C'est des lésions qui peuvent entraîner soit une cécité, soit une surdité. Et il va de soi qu'il est quand même urgent des fois de cesser une menace pour un organe, même si la vie des personnes concernées n'est pas en jeu. Donc le traitement, ça va être surveillance, évaluation de la gravité locale. Et si on met en route un traitement, on va s'appuyer sur, on pourrait appeler un chat, une chimiothérapie. Mais il y a chimiothérapie et chimiothérapie. La chimiothérapie qu'on propose dans l'histiocytose enguerrandienne, alors je ne pourrais pas dire que c'est une chimiothérapie douce, mais c'est sur la base d'un médicament qui est peu dangereux pour la personne, dans le sens où il n'entraîne pas d'aplasie, il n'entraîne pas de fragilité immunologique majeure, ni de besoin transfusionnel. Il n'entraîne pas de chute de cheveux, par exemple, et il n'entraîne pas de séquelles sur le long terme, en particulier la fertilité. Et donc, ce médicament qui s'appelle la vinblastine, le produit s'administre par voie veineuse, parfois sur un cathéter central, parfois sur une voie veineuse périphérique, et il a en règle une bonne efficacité. Les premiers traitements, en fait, c'est allé très vite. On a reçu les résultats de la biopsie très rapidement et dans les 48 heures, Axel avait entamé sa chimiothérapie. Le traitement, c'était la vinblastine, donc c'était une fois par semaine pendant 6 semaines et avec des traitements annexes, antibiotiques, corticoïdes, etc. Et les débuts, clairement, c'était compliqué pour lui d'accepter les piqûres. Il était encore tout petit, mais au fur et à mesure on avançait en durée, c'était un peu plus facile, il s'y habituait. Il a très bien répondu au traitement. Les idées, ils viennent de collaboration avec des équipes de recherche. Je ne vais pas toutes les citer, il y en a de nombreuses. Ils viennent aussi des thérapeutiques. On sait qu'on a des thérapeutiques historiques qui sont efficaces, pas toujours. On sait qu'il y a maintenant des thérapies ciblées qu'on commence à utiliser, à connaître suffisamment bien. Et puis, la perspective, c'est de combiner tout cela pour obtenir une guérison. C'est-à-dire que notre objectif, c'est on ne doit plus mourir de l'histiocytose et on ne doit plus avoir de séquelles de l'histiocytose. Les perspectives, c'est un travail qui va continuer à travers le centre de référence, à travers des organisations européennes. On a un consortium européen qui s'appelle European Consortium for Histiocytosis, mais aussi à travers des collaborations internationales avec de très nombreux pays. À ce jour, le traitement d'Axel est donc terminé. Il a des contrôles annuel. Pour le moment, donc aucun traitement, mais toujours suivi par le professeur Donadieu. Et son évolution se passe très bien, comme n'importe quel enfant de son âge.